Amis internautes, bonjour. Je suis maître Vanessa Ba-Leroux. Je suis avocat au barreau de Côte d'Ivoire et anciennement avocat au barreau de Paris. Nous sommes en mars 2021 et ce mois est le mois de la promotion des droits des femmes. Et c'est à ce titre-là que nous avons aujourd'hui l'honneur de partager cette émission avec vous. Alors, si vous êtes connectés, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à la partager afin que nul n'en ignore. Nous avons reçu un cas qui nous a été soumis par une internaute. Et sa préoccupation est la suivante. Elle s'est mariée en 2018 avec son conjoint et depuis lors, elle subit des violences. Malgré l'intervention des témoins, les violences continuent et son mari persiste dans cette attitude. Alors, ils ont ensemble un garçon et cette internaute se demande ce qu'elle peut faire pour rompre le lien conjugal. En pareille circonstance, le droit dit quoi? La préoccupation de cet internaute va nous permettre d'évoquer ensemble les causes du divorce. Alors, je vais vous exposer ce que c'est le divorce de manière assez simple et assez accessible. Ensuite, je vais vous exposer quelles sont les causes du divorce et cela va nous permettre ensemble de répondre à la préoccupation de l'internaute que je vous ai exposée tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que le divorce? Pour faire très simple, le divorce, c'est la dissolution du lien matrimonial. Le divorce, c'est lorsqu'on rompt le lien de mariage. Donc, pour divorcer, il faut préalablement avoir été marié. Alors, la référence textuelle qui va nous aider à résoudre le cas qui nous est soumis aujourd'hui, c'est la loi numéro 64-376 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois numéro 83-801 du 2 août 1983 et numéro 98-748 du 23 décembre 1998, relative au divorce et à la séparation de corps. Ce qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est le premier article de cette loi, la loi que je viens de vous énoncer de 1964, modifiée en 1983 et en 1998. Et ce premier article-là vient énoncer les causes du divorce qui peuvent être évoquées devant le tribunal pour obtenir la séparation des époux et donc la dissolution du mariage, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Et ces causes sont l'adultère, premièrement, ensuite les excès, les sévices ou les injures graves adressées au conjoint. Vous avez ensuite la condamnation du conjoint à, la loi nous dit, des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération. Et enfin, l'abandon de famille ou de domicile conjugal. Nous allons à présent entrer dans le détail de ces différentes causes de divorce. Avant ça, j'aimerais préciser que pour entrer en voie de condamnation de l'autre époux, pour obtenir que ces causes de divorce-là soient admises par le tribunal, il faut qu'elles soient fautives. Par exemple, si vous quittez le domicile conjugal parce que vous subissez des violences, ça ne sera pas retenu comme une cause de divorce dans la mesure où le juge va estimer que vous êtes parti pour protéger votre vie, votre intégrité physique. Donc, il faut que ce soit fautif. Il faut qu'en se comportant, en entrant dans le cadre d'une des causes de divorce, l'époux qui le fait commette une faute et que cette faute soit retenue par le tribunal. Concernant l'adultère, qu'est-ce que c'est? L'adultère, c'est le fait, alors qu'on est marié, d'avoir commerce avec une autre personne que son conjoint. Pour faire simple, c'est le fait d'avoir une relation, des relations à caractère sexuel avec une personne autre que son mari ou sa femme, avec
lequel ou laquelle on est légalement marié. Je le précise parce que l'adultère est considéré comme un délit, c'est une infraction pénale. Cela veut dire que la loi vient définir ce que c'est que l'adultère et considère que celui qui commet un adultère peut être puni, d'abord poursuivi et ensuite puni pour ce comportement-là, y compris d'une peine d'emprisonnement, en plus de l'amende qui est déjà prévue par le texte. Donc, si vous êtes pris dans le cadre d'un adultère, si vous êtes convaincu d'adultère, votre conjoint, en plus de la procédure de divorce, peut envisager de vous poursuivre pour ce fait-là qui est considéré comme une infraction. Et récemment, il y a quelques mois, je crois au mois de septembre 2020, il y a eu un fait divers qui a défrayé un peu la chronique ici en Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de ce fait divers-là, les faits étaient très simples. Un monsieur a surpris son épouse avec son amant dans leur lit conjugal. Et le mari, victime des infidélités de son épouse, a été chercher les gendarmes. Et les gendarmes sont venus sur place constater les faits d'adultère. La majorité des Ivoiriens a été assez surprise que les gendarmes puissent s'inviter dans une telle affaire. Mais c'est simplement pour la raison que je viens d'évoquer, qui tient au fait que l'adultère, en plus d'être une cause de divorce, est aussi une infraction pénale et donc peut donner lieu à des poursuites et des sanctions au niveau pénal. Le code pénal prévoit donc la répression, donc la sanction des cas d'adultère. Concernant l'adultère, il est prévu à l'article 456 du Code pénal. Et cet article dit ceci. Sont punis d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an le mari ou la femme convaincue d'adultère ainsi que son complice. Les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte du conjoint offensé. La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite et le conjoint offensé reste maître d'arrêter l'effet de la condamnation prononcée contre l'autre conjoint en acceptant de reprendre la vie commune. Les seules preuves admises contre le complice sont, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites de sa main. Deuxième cause de divorce, ce sont les excès, les sévices et les injures graves adressées à l'autre conjoint. Les excès, qu'est-ce que c'est? Les excès, c'est un comportement déviant, un comportement qui rend intolérable la continuation de la vie maritale. Comme exemple, on peut donner par exemple la consommation de stupéfiants, la consommation d'alcool. Mais comme le dit le texte, il faut que ce soit excessif. Il faut que ce soit beaucoup plus que ce qu'on pourrait admettre ou tolérer. Donc une consommation régulière et excessive d'alcool ou régulière et excessive de stupéfiants va rendre difficile, voire impossible, de continuer le lien conjugal. Ensuite, vous avez les sévices. Et par sévices, on entend tout ce qui est atteinte à l'intégrité physique du conjoint. Les coups, les blessures, tout ce qu'on englobe dans ce qu'on appelle les violences conjugales. Ça rentre dans le cadre de ce que la loi appelle les sévices et qui constitue une cause de divorce. Et enfin, vous avez l'injure grave.
les conjoints qui insultent dans des termes inadmissibles. D'abord, l'injure en elle-même, c'est un comportement intolérable, mais vraiment, les injures graves, ce sont celles qui sont telles que on ne peut pas continuer à vivre avec la personne après les avoir entendues. Donc nous étions sur la question de la deuxième cause de divorce. Je vous ai dit qu'il s'agit des excès, des injures graves et des sévices qui peuvent intervenir dans le couple. Et j'aimerais m'appesantir un peu plus sur la question des sévices. Qu'est-ce que c'est ? Les sévices, je vous ai dit que c'est ce qu'on appelle dans le langage courant les violences conjugales. J'aimerais dire une première chose, c'est que dans le cadre des violences conjugales, on pense naturellement que les victimes sont les femmes. C'est vrai, mais je veux appeler votre attention aussi sur le fait qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales. J'aimerais le souligner et j'aimerais que l'on garde cela à l'esprit. Et vraiment, j'enjoins ces hommes-là de ne pas hésiter à en parler. C'est en parlant qu'on va pouvoir mettre le sujet au cœur du débat, au cœur de la société. Mais en ce mois de mars, en ce mois de promotion et de défense des droits de la femme, je voudrais m'appesantir un peu plus sur les violences conjugales dont les femmes sont les victimes. Et à ce titre, je voudrais dire une chose. Les violences conjugales, c'est vrai, ce sont les coups, ce sont les blessures infligées aux femmes en général, mais vous avez aussi tout ce qui est violence psychologique. Qu'est-ce que c'est la violence psychologique ? La violence psychologique, c'est le fait, par exemple, de dire à une femme, eh bien, si tu pars, tu ne verras plus les enfants. Si tu pars, eh bien, tu n'auras plus accès à tout le confort que moi, ton époux, je peux t'offrir. C'est le fait de vous voir rabaisser dans le foyer. Tu ne travailles pas. À quoi tu me sers ? Comment est-ce que tu m'aides ? Donc tu n'as rien à dire. Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire dans l'éducation des enfants. Tu n'as pas ton mot à dire dans la conduite des affaires du foyer. Tu n'as rien à dire dans la gestion de nos familles respectives parce que tu n'as pas les moyens. C'est moi qui décide, c'est moi l'homme, c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui décide dans le foyer. Toi, femme, tais-toi. C'est de la violence psychologique. Le fait aussi, sans vous porter de coups, sans porter atteinte à votre intégrité, à votre corps, sans vous toucher, le fait de dire, par exemple, je refuse d'avoir des relations sexuelles avec toi désormais. C'est une forme de violence aussi psychologique, parce que ça va miner le moral. Vous n'allez plus être épanoui dans votre foyer. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne vous a rien fait, on ne vous a pas tapé, mais ça vous atteint. Vous vous sentez diminué dans votre être. La violence psychologique, enfin, ça peut être aussi l'emprise, la manipulation, le fait de vous couper de votre famille, de vous couper de vos amis, de vous couper de votre entourage professionnel, ce qui fait que vous êtes seul livré à votre mari et entièrement à sa disposition. Ça aussi, c'est une forme de violence. Et je voudrais dire aussi que les violences psychologiques, c'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison ou bien de commune mesure entre les deux types de violences, mais elles font autant de dégâts que les violences physiques, parce que la violence psychologique vous atteint à l'esprit, elle vous mine le moral, elle vous fait perdre confiance en vous-même, elle vous diminue et finalement, ça finit par se ressentir de manière physique. Vous pouvez développer des pathologies, des maladies qui vont se ressentir dans votre corps, alors que c'est l'esprit qui en premier a été atteint par toute cette violence à caractère psychologique. Donc c'est des choses à prendre en compte. N'hésitez pas à vous tourner vers des spécialistes, à demander de l'aide. Pour terminer sur la question des violences psychologiques, n'hésitez pas à vous faire aider. Déjà, il faut en parler. N'hésitez pas à en parler. Il n'y a aucun comportement qui vous cause un préjudice qui ne mérite pas d'être exposé. Parlez-en à votre famille, parlez-en à vos amis, à votre entourage.
Parlez-en même au travail. Vous avez des structures pour ceux qui travaillent. Vous pouvez en parler au médecin du travail dans le cadre de vos visites périodiques, ou bien vous pouvez même vous rendre à la médecine du travail et demander à rencontrer un médecin qui pourra vous orienter vers un spécialiste, qu'il soit psychologue ou psychiatre. Mais surtout, n'hésitez pas à parler des violences et à vous faire aider, à faire intervenir des gens pour que ça s'arrête. Et si ça ne peut pas s'arrêter, n'hésitez pas à envisager la possibilité d'aller en procédure pour obtenir le divorce, et ça sera admis dès lors que vous pouvez le prouver. Nous allons parler maintenant des violences physiques. À côté des violences psychologiques, vous avez aussi les violences physiques. Et je ne peux pas comprendre qu'en 2021, il y ait encore des femmes qui soient dans le lien du mariage et qui admettent des violences physiques pour des raisons familiales, pour des raisons de tradition, pour des raisons culturelles, subissent des violences conjugales, des violences physiques. Par violence physique, qu'est-ce que je veux dire? Les violences physiques, c'est lorsque votre conjoint va vous porter main, va vous taper, que ce soit avec sa main, avec une ceinture, avec un gourdin, je ne sais pas. Votre conjoint va vous pousser, va vous violenter, va vous occasionner des blessures. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que bien souvent, il y a diverses réactions qui sont insuffisantes, de mon point de vue, quand il s'agit de violences physiques. On peut vous dire, mais c'est ton mari. Parfois, dans certaines traditions, on vous dit, mais c'est ton mari, c'est ton chef. Il a le droit de te battre. Il a le droit de te corriger. Mais je voudrais vous interpeller sur une chose. Le mariage, c'est comme un partenariat. Le mariage, c'est une communion de vie, une communion de destin. Vous êtes unis à votre conjoint. C'est vrai pour le meilleur et pour le pire, mais le pire ne peut pas venir d'un des époux. La violence physique alerte. La violence physique alerte et doit alerter la victime en premier lieu. Vous n'êtes pas condamné à subir la violence physique dans votre foyer. Les coups, c'est une expression de mépris. Les coups, ce n'est jamais anodin. Ça commence par une gifle, ça va se terminer par des coups en règle, des coups de poing. Ça peut se terminer par des blessures graves, une hospitalisation, voire même la mort. Et c'est inadmissible en 2021. Je voudrais interpeller les victimes en premier lieu de violences conjugales. Vous n'êtes pas condamné à subir cela. Au premier coup, alertez votre famille, alertez vos témoins, parlez-en autour de vous. Si vous en avez la capacité, parce que ça demande une certaine force, un certain courage, n'hésitez pas à vous tourner vers les autorités pour que le conjoint comprenne que l'acte qu'il vient de poser est un acte grave. C'est une infraction. Ça peut donner lieu à des poursuites, voire à des condamnations, à une amende ou à une peine d'emprisonnement. Ce sont des coups et blessures. Si vous le faites, vous vous protégez vous-même, vous protégez votre famille, vos enfants, si vous en avez, mais vous protégez aussi celui qui vous bat, votre conjoint, de lui-même et de ce qu'il fait, ce qui le rend violent. Ça peut l'aider aussi à prendre conscience de sa violence. Je voudrais aussi interpeller les familles, l'entourage et même les voisins de personnes qui subissent les violences. Le silence en matière de violence conjugale tue. Votre silence peut tuer physiquement, mais aussi au second degré, l'esprit de la personne qui les subit. Ce n'est jamais anodin. Donc de grâce, intervenez quand on vous interpelle sur des faits de violence, quand quelqu'un vient se confier à vous,
vous avez la possibilité d'interpeller le conjoint violent pour qu'il se fasse assister, pour qu'il se fasse aider, pour dominer cette violence-là et arrêter de la faire subir à sa conjointe. Mais vous pouvez intervenir aussi en avertissant les autorités, en avertissant la police, en avertissant la gendarmerie, voire même en avertissant le procureur de la République. Vous lui écrivez, monsieur le procureur, telle personne subit des violences dans mon immeuble, dans ma concession, dans mon voisinage. De manière habituelle, je vois telle dame qui est toujours couverte de traces de coups et qui n'en parle pas, mais régulièrement mes voisins se battent. Je veux signaler ce comportement-là à votre attention. Faites-le. Faites-le par devoir d'humanité d'abord. Faites-le aussi parce que le fait de ne pas dénoncer un comportement qui est une infraction peut vous-même vous conduire devant les tribunaux. Comment? Eh bien, le fait de ne pas porter assistance à une personne qui est en danger est une infraction aux yeux de la loi. Il s'agit de l'omission de porter secours. L'omission de porter secours est prévue par l'article 391 du Code pénal. Et il s'agit, en des termes simples, du fait, sans risquer soi-même sa sécurité, de ne pas porter secours à une personne qui est en danger, alors que vous avez connaissance de cette situation de danger. Et à ce titre, vous risquez une sanction pénale du fait de votre absence de réaction. Donc, soit vous pouvez intervenir dans la situation, votre voisine subit des violences conjugales, elle crie, vous entendez des coups, vous entendez qu'il y a une bagarre, vous pouvez intervenir immédiatement tant que votre sécurité n'est pas compromise. Vous pouvez aussi, et vous-même vous devez, comme le prévoit la loi, intervenir en prévenant les autorités policières ou la gendarmerie de la situation qui est en train de se passer. Et pire, non seulement vous encourez une sanction pénale si vous n'intervenez pas, si vous omettez de porter secours à une personne en danger, mais les peines même sont aggravées lorsque vous avez, comme dit la loi, contractuellement ou légalement l'obligation d'intervenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez, par exemple, vous êtes vigile dans une famille, vous surveillez un domicile et que vous avez écho, vous entendez qu'il y a des bagarres, vous savez parce que ça parle dans l'entourage ou bien même au sein de la maison, au sein du personnel, vous avez écho que madame subit des violences conjugales et que vous ne faites rien, alors que vous, votre travail, c'est d'assurer la sécurité de tous les habitants de la maison. Si vous n'intervenez pas, vous engagez votre responsabilité pénale et même votre peine peut être aggravée eu égard à cause de votre fonction de vigile. De la même manière, vous êtes policier, vous êtes gendarme, vous avez connaissance d'une situation de violence conjugale et vous décidez de ne pas intervenir, vous encourez aussi une responsabilité pénale aggravée parce que légalement, en tant qu'autorité de police, autorité de gendarmerie, vous avez l'obligation de porter secours et de préserver la sécurité des individus et notamment des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc ne pas intervenir, non seulement en termes d'humanité, ça vous expose, mais légalement aussi, vous engagez votre responsabilité pénale pour omission de porter secours à une personne en danger. Donc intervenez. Vous avez écho de violence, dénoncez-les. Avertissez les autorités policières, les autorités de gendarmerie de cette situation et vous aurez rendu service non seulement à votre voisine qui subit des violences conjugales, à votre parente qui subit des violences conjugales, mais vous aurez aussi rendu service à l'humanité en faisant progresser les comportements par le fait de les dénoncer tout simplement. De même que les autorités, les forces de l'ordre qui engagent leur responsabilité pénale par le fait de ne pas dénoncer les violences conjugales dont elles ont connaissance, eh bien, je voudrais évoquer aussi le cas des médecins qui ont
dans le cadre de leurs fonctions, à examiner des personnes qui sont victimes de violences conjugales. Et je voudrais les enjoindre, les encourager à ne pas hésiter à dénoncer ces faits, même lorsque la victime, par exemple, ne veut pas poursuivre son conjoint. Vous avez la possibilité de dénoncer ces faits-là. Alors je sais que, en tant que médecin, vous engagez votre responsabilité professionnelle parce qu'il y a un secret médical, mais vous avez, dans le cadre de votre déontologie, des canaux pour avertir, par exemple, votre hiérarchie au sein de l'hôpital où vous exercez ou de la clinique où vous exercez, où vous avez reçu la dame victime de violences conjugales, de violences physiques, que vous avez constatées, dont vous avez constaté l'étendue et la gravité. Vous avez aussi la possibilité de saisir les autorités judiciaires. Alors je vous encourage, je vous enjoins de le faire pour faire reculer ce type de comportement-là, d'une part, et parce que l'omission de porter secours s'applique aussi aux médecins qui ont connaissance de ces faits-là et qui ne les dénoncent pas. Je voulais attirer votre attention tout particulièrement sur cet aspect de violence conjugale. Sur la troisième cause de divorce, il s'agit de la condamnation d'un époux à des faits qui portent atteinte à l'honneur et à la considération. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie simplement que le conjoint a été condamné à des faits, par exemple, de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, voire même à des faits qui peuvent recevoir la qualification de violence à caractère sexuel, agression sexuelle, attouchement, viol. Donc il faut que dans ce cadre-là, pour qu'on puisse admettre le divorce pour ce motif, il faut que le conjoint, premièrement, ait été condamné. Cela signifie que tant que ce sont des poursuites et que la personne n'a pas encore été condamnée par un tribunal, vous ne pouvez pas vous servir de ce motif-là pour demander le divorce. Il faut attendre que la condamnation ait été prononcée et surtout qu'elle soit devenue définitive. Ça signifie que vous ne pouvez plus faire appel, vous ne pouvez plus aller en cassation. La décision est définitive. À ce moment-là, vous pouvez utiliser ce motif-là parce qu'il porte atteinte à votre honneur, solliciter du juge qu'il prononce le divorce pour ce motif-là. Sur le quatrième point, la quatrième cause de divorce, il s'agit de l'abandon de famille et de l'abandon du domicile conjugal. Concernant l'abandon de famille, qu'est-ce que c'est? Dans le cadre du mariage, vous avez des obligations. Les époux ont des obligations l'un envers l'autre. Obligation de secours, obligation d'entretien. Vous devez procurer à votre famille un toit. Vous devez procurer des soins. Vous devez permettre à votre famille de s'alimenter correctement. Vous devez apporter tout le confort possible dans la mesure de vos moyens à votre famille. Et dans ce cadre-là, vous répondez à vos obligations en tant qu'époux. Mais lorsque vous manquez à ces obligations-là, lorsqu'un époux manque à ses obligations, l'autre époux a la possibilité de saisir le juge pour obliger l'époux défaillant à remplir ses obligations, pour obliger son époux à prendre soin de sa famille, à lui procurer un toit, à lui procurer une alimentation correcte, à scolariser les enfants. Et le juge peut entrer en voie de condamnation et obliger l'époux défaillant à remplir ses obligations. Mais lorsque le comportement persiste, l'autre époux a la possibilité de demander au juge de prononcer le divorce parce que son époux ne remplit plus ses obligations-là. C'est cela l'abandon de famille. Concernant à présent l'abandon
du domicile conjugal, toujours dans le cadre du mariage, il y a ce qu'on appelle l'obligation de cohabitation. Vous devez habiter ensemble dans la mesure du possible. Il peut arriver que, à cause de vos obligations professionnelles ou pour des raisons familiales, vous soyez amenés à résider séparément. C'est admis. Mais en général, la loi préconise que les époux cohabitent. À part les deux exemples que j'ai cités, les raisons professionnelles ou les raisons familiales qui vous contraignent à résider séparément, qui contraignent les époux à résider séparément, lorsque l'un des époux quitte le domicile conjugal sans raison valable, il y a abandon du domicile conjugal. Et cet abandon du domicile conjugal-là est une faute qui peut permettre d'obtenir le divorce. Voici ce que sont l'abandon du domicile conjugal et l'abandon de famille. Et ces deux types d'abandon sont la quatrième cause de divorce. Alors, voici résumé les 4 causes de divorce. Donc, pour les rappeler, il s'agit de l'adultère, des sévices, excès ou injures graves, de la condamnation du conjoint pour des faits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération, et enfin à l'abandon de domicile conjugal ou à l'abandon de famille. Pour toutes ces causes, d'abord, il faut que vous puissiez prouver que ce comportement est fautif, c'est-à-dire que l'époux les a faits volontairement. Première condition. Et deuxième condition, il faut que vous puissiez apporter la preuve. Et cette preuve, en matière de divorce, se fait par tout moyen, y compris par l'aveu du conjoint. C'est-à-dire qu'il vient et il reconnaît les faits devant le juge. Donc la preuve se fait par tout moyen. Voici résumé les causes de divorce. Et parmi ces causes, nous avons la réponse à la préoccupation qui nous a été soumise par l'internaute et que j'ai évoquée en début d'émission. Et je vais à présent vous livrer notre avis juridique. Pour répondre à présent à la question qui nous a été posée et qui est l'objet même de cette émission, nous avons exposé les causes de divorce et nous vous avons dit que parmi ces causes, il y avait les sévices imposés ou infligés au conjoint, en l'occurrence à la conjointe, à l'épouse, à la femme. Et pour répondre à votre préoccupation, madame, vous êtes mariée depuis 2018, vous avez un petit garçon et depuis que vous êtes mariée, vous subissez des violences conjugales. J'ai envie de vous dire d'emblée que vous n'êtes pas condamné à rester dans cette situation-là. Et je veux saluer aussi le fait que vous commenciez déjà à ébaucher une solution en parlant. Vous en avez parlé à vos témoins. Et j'espère qu'ils pourront être touchés par cette vidéo et qu'ils pourront être interpellés sur le fait que, en leur qualité de témoins, ils sont informés de ce que vous vivez des violences conjugales. Et que le fait de ne pas bouger, le fait de ne pas dénoncer, peut engager leur propre responsabilité en matière pénale. Mais je voudrais aussi vous dire que vous avez la possibilité de vous saisir de ce texte-là, de la loi sur le divorce, et que vous pouvez demander au juge de prononcer le divorce pour cette cause-là, les violences que vous subissez, les sévices que vous subissez. Au-delà même de la procédure judiciaire, de la procédure de divorce, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à en parler autour de vous, à témoigner de ce que vous vivez pour vous en sortir. N'hésitez pas à recourir au service, par exemple, d'un psychologue, d'un psychiatre, pour vous accompagner dans le fait de retrouver l'estime de vous-même pour pouvoir mener à bien cette procédure de divorce, surtout
dans ce cadre-là qui est celui des violences conjugales. C'est un sujet grave, c'est un sujet aussi sensible auquel la société a du mal à s'accoutumer, a du mal à admettre comme étant un motif de divorce, alors même que la loi le prévoit et encadre les conditions dans lesquelles la sanction peut intervenir et le divorce peut intervenir. Pour ce qui concerne votre petit garçon, bien entendu, la situation des parents ne va pas nécessairement, ne doit même pas impacter l'enfant. Ce n'est pas parce que vous avez subi des violences que nécessairement cela doit impacter négativement la relation de l'enfant avec son père. Certes, dans le cadre de la procédure de divorce, vous pouvez demander à avoir la garde de l'enfant, mais dès lors que les violences ne s'appliquent pas à lui, que sa sécurité n'est pas compromise ou que son intégrité physique n'est pas menacée, le juge, à côté de la procédure de divorce, va aussi se prononcer sur la garde de l'enfant commun. Il va décider chez lequel des parents l'enfant pourra être pour que son bien-être soit assuré. Et bien entendu, pour le parent qui n'aura pas la garde, il va bénéficier de ce qu'on appelle un droit de visite et d'hébergement. C'est-à-dire qu'il aura la possibilité de prendre avec lui l'enfant sur une période donnée qui sera arrêtée dans le cadre de la procédure de divorce et d'avoir aussi l'enfant pendant les congés et les grandes vacances scolaires. Donc dès lors que l'intégrité et la sécurité de l'enfant ne sont pas menacées, il faut ménager aussi un canal pour que le lien reste établi entre le père, par exemple, qui aura été convaincu de violence conjugale et au tort duquel le divorce aura été prononcé, mais les liens seront maintenus avec l'enfant pour qu'il puisse soit en avoir la garde selon la décision qui aura été prise par le juge, soit au moins avoir un droit de visite et d'hébergement. Aussi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, en tant qu'ex-épouse, vous avez aussi la faculté de solliciter, si vous avez moins de moyens, même si vous travaillez, la possibilité, si votre époux aussi a suffisamment de moyens, vous pouvez solliciter l'obtention, par exemple, d'une pension alimentaire, non seulement pour l'enfant, mais également pour vous-même. À ce moment-là, c'est au juge qu'il va revenir la charge de déterminer si vos moyens et les moyens de votre ex-mari sont tellement déséquilibrés qu'il importe de compenser d'une certaine manière votre séparation par le fait de vous allouer une pension alimentaire, mais ce n'est pas automatique, c'est le juge qui va venir apprécier s'il faut ou pas vous octroyer cette pension alimentaire, mais vous avez la faculté de le demander. Et enfin, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas condamné à rester marié à une personne qui se trouve être votre bourreau. Vous pouvez partir à tout moment, n'hésitez pas. Le fait de poser la question fait que vous êtes déjà sur le bon chemin. Non pas que nous incitions les gens à ne pas trouver de solution, mais si vous voyez que la situation est compromise et que vraiment poursuivre la relation maritale avec une personne qui est violente à votre égard, comme c'est votre cas, n'hésitez pas à partir. Il vaut mieux préserver votre sécurité et votre vie plutôt que essayer de préserver ce que moi je considère comme des convenances sociales au détriment de votre vie ou même du bien-être de vos enfants. Dans le cadre d'un divorce pour faute, dès lors que la faute du conjoint qui a commis ces violences conjugales-là est reconnue par le juge, vous avez la possibilité, chère madame, de demander ce qu'on appelle des dommages et intérêts. Les dommages et intérêts, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va venir réparer le préjudice que vous avez subi du fait du comportement fautif de votre désormais ex-époux. Et ces dommages et intérêts, ils vont être demandés dans le cadre de la procédure. Et dès lors que
les fautes de votre époux, dès lors que la violence conjugale est établie et qu'elle est imputée à votre époux, à ce moment-là, le juge va vous accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice que vous avez subi. Et ces dommages et intérêts, pour faire simple, c'est une somme d'argent qui va vous être allouée par le juge, à la condition, bien entendu, que vous l'ayez préalablement demandé dans le cadre de la procédure. Voici, en quelques mots, notre avis juridique sur la préoccupation de cet internaute. Je suis donc maître Vanessa Balleroux, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, et j'ai eu l'immense plaisir, chers abonnés, de vous entretenir à la fois des causes du divorce et spécifiquement de la question des sévices et donc des violences dans un cadre conjugal. Chers abonnés, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie aussi pour l'amitié que vous nous faites de nous suivre régulièrement et je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter et surtout à la partager afin que nul n'en ignore. Je vous dis à très bientôt, toujours sur ce même canal et je vous remercie.